Bonjour à tous, merci de nous être fidèles chaque jour pour découvrir de nouveaux parcours de vie. Et merci à nos invités de nous accorder leur confiance. Les hommes et les femmes que je reçois aujourd'hui menaient une vie à 200 à l'heure. Ils avaient un poste à responsabilité, des objectifs à tenir, un stress permanent, jusqu'au jour où ils ont réalisé qu'ils passaient à côté de l'essentiel. Vivre. Ils ont alors décidé de changer radicalement de quotidien. Alors avant de découvrir leurs témoignages qui vous donneront certainement des envies d'évasion, nous allons ouvrir la première partie de notre émission Rythme effréné. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ce quotidien au rythme effréné, vous l'avez connu pendant plusieurs années lorsque vous meniez une vie de parfaite businesswoman. Quelle était votre profession précisément ? J'étais commerciale dans l'informatique pour une société américaine. J'étais basée à l'époque à Londres. À côté de votre travail, à quoi ressemblait votre quotidien ? Je vivais à l'époque avec un jeune financier, directeur de finances à Londres. Donc je bossais une 50aine d'heures par semaine dans mon travail de commercial basé que à Londres à l'époque. Et en dehors de ça, un petit peu comme à la Bridget Jones, un petit peu, beaucoup de fêtes et puis pas mal de sport aussi entremêlés dans l'histoire. À quel rythme deviez-vous vous plier pour pouvoir mener cette vie C'est une vie assez rêvée quand même, celle que vous nous décrivez là. Vous deviez y avoir des fêtes, des sorties, un travail passionnant. Oui, bah c'était une époque que moi je me rendais pas trop compte. À l'époque, j'étais dedans à fond. J'ai profité à 110% peut-être de la situation et tout ce que Londres offrait pour quelqu'un de mon âge. Et puis oui, je gagnais bien ma vie. Donc, j'avais de l'argent disponible et puis un bon cercle d'amis, un club de gym qui était bien. J'étais dans un quartier très sympa de Londres aussi. Donc, c'était une vie quand même assez sympa. Ouais. Vous deviez être performante puisque vous avez progressé dans la hiérarchie assez rapidement, puisqu'à 28 ans, vous êtes devenue directrice commerciale de la zone Europe du Sud. Oui. Avec cette promotion, est-ce que la cadence s'est accélérée ? Oui. Alors, à ce moment-là, je voyageais beaucoup. Je commençais à naviguer entre donc, Londres et Paris et puis le reste de l'Europe du Sud. Donc, je montais dans un avion comme on prend le métro ou un taxi ici. Donc, plusieurs fois par semaine, je me trouvais très tôt le matin avec les autres businessmen parce qu'il y avait beaucoup d'hommes. Ça devenait pesant, ce rythme ? J'avais pas beaucoup d'heures pour moi. Je bossais peut-être 70-75 heures par semaine et souvent dans ma chambre d'hôtel le soir. Ouais. Donc plutôt seule, éloignée de vos amis finalement ? Une vie sociale assez réduite ? Oui, dans le sens où je remplissais mes journées avec mon travail. Donc, c'est vrai que... Et puis, à l'époque, il y avait beaucoup moins les réseaux sociaux, il y avait beaucoup moins le téléphone portable. Donc, on était moins en contact avec nos amis que maintenant. Donc, effectivement, ouais, pas mal de temps seul. À quel moment ça a commencé à vous peser ? À quel moment vous avez commencé à vous poser des questions sur votre vie ? Je me suis séparée de cet ancien copain et je venais de passer un réveillon donc, à Londres. C'était vers 98, passage vers 99. Et à ce moment-là, je suis partie le 1er janvier en balade à Londres toute seule. Et j'ai fait un petit bilan dans la tête parce que je dis ça va pas, il faut que les choses changent là. Il faut que je passe plus de temps avec ces personnes-là, peut-être un peu moins avec ces personnes-là. Il faut que je revoie un petit peu mon parcours de vie. Et vous décidez de partir vous ressourcer ? Oui. Où ? À Val d'Isère. C'est pas mal. Il y a pire comme destination. Je connaissais 2-3 personnes du passé là-bas. Je dis tiens, je vais y aller. Donc j'ai réservé tout toute seule. J'avais un appart toute seule. Je suis partie toute seule. L'hiver, oui. Pendant le mois de février. D'accord. Et puis là-bas, vous avez fait une jolie rencontre. Oui. Vous avez croisé le chemin de qui ? D'un moniteur de ski.
Et Donc bronzé avec la trace des lunettes. bronzé avec la trace des lunettes, oui, à peu près ça, oui. Oui, oui. Un après-midi de cours et voilà. Et puis, je suis jamais vraiment partie. Ah oui, donc vous êtes resté avec lui. Pas tout de suite physiquement, parce que j'avais quand même mon travail, j'avais Ouais. mon appart à Londres, Vous j'avais... n'avez pas eu peur du syndrome du moniteur de ski, c'est-à-dire qu'on a du mal à exporter parce que quand on le retrouve en dehors de sa montagne, sa combinaison, parfois ça... J'osais rien dire au départ, hein. Je suis rentrée à Londres et en fait, quand je disais à mes copines, oh, j'ai rencontré un moniteur de ski, toutes les copines ont dit yes. Et, et tous les copains ont dit oh non, méfie-toi, Charlotte, parce que franchement, non, mais c'est une femme par semaine, etc. Donc oui, un petit peu quand même. Et donc la relation a duré 1 an quand même. Vous arriviez quand même à rentrer à Londres, à le retrouver. Oui, parce qu'à l'époque, j'avais commencé à travailler en France, beaucoup plus. Et donc, je faisais beaucoup la navette à Paris, dans le sud de la France. Donc, du coup, je calais les week-ends. Et ça lui a pas fait peur, lui, une businesswoman avec un emploi du temps aussi chargé? Il y a plusieurs choses qui nous ont tilté un petit peu au départ, mais on s'est dit, bon, on va quand même voir où ça nous amène. Il a 21 ans de plus que moi, déjà. Donc, c'était une chose. Et moniteur de ski et moi, commerciale, un peu typiquement anglaise à Londres. Et puis, oui, effectivement, il a même dit, bah, si tu veux, je viens à Londres. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire à Londres? Ah oui, il vous a proposé d'aller vivre à Londres. Oui, mais qu'est-ce qu'un moniteur de ski peut faire à Londres? Il n'y a pas beaucoup de montagnes. Hein. Non, c'est sûr. Et puis, en plus, je disais, non, mais j'ai envie d'un changement. C'est pas en t'amenant à Londres que j'aurai un changement. Donc, non, parce que c'était un peu le tout aussi. C'était les montagnes, c'était le côté un peu sauvage de tout ça, un peu différent. Donc, en 2000, votre corps a commencé à montrer des limites. Votre corps a commencé à souffrir de ce rythme peut-être un peu trop intense. Comment ça s'est manifesté? Dans un premier temps, j'étais en pleine visite avec mes clients. J'avais des gros clients à l'époque à Paris et je devais partir faire une présentation en Allemagne, pour une grosse société. Et je ne suis pas arrivée en Allemagne, je suis arrivée en fait aux urgences à Gonesse avec le ventre complètement en vrac. Pourquoi trop de stress, trop de pression? Je ne savais pas ce que c'était vraiment à l'époque. J'étais tellement dans un rythme effréné, pour moi c'était mon quotidien, mon normal. Donc je suis arrivée là, ils croyaient que c'était un appendicite, je crois qu'on dit. Et moi, je refusais de croire à ça, mais le stress, c'était pas trop ce qui venait comme non plus. Donc ça, c'était le premier signe. Et à la Ils vous ont dit quoi, les médecins? Ils ont dit, bah, c'est l'appendicite, on va l'enlever demain. J'ai dit, bah non. Donc le lendemain matin, je me suis déchargée en fait de l'hôpital par moi-même et contre leurs conseils. Ils ont dit non, 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 il ne faut pas. Bon, bah, si vous vous faites surveiller en rentrant. Donc, chose que j'ai quand même fait, je suis quand même allée voir le médecin. Et non, c'était pas ça. Donc, bon, j'ai continué. J'ai continué. Et puis quelques semaines plus tard, vous avez à nouveau eu quelques symptômes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, c'était... on était en plein déménagement entre appartement et appartement. Et, Où? À la montagne? À la montagne. Et justement, Christian est descendu de l'appart avec des cartons et j'étais pliée en deux sur la neige en bas. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui va? Je ne sais pas ce qui ne va pas. Donc, c'était les mêmes douleurs que la dernière fois. Et alors là, qu'est-ce qu'on a fini par découvrir? Il ne savait pas au départ, il croyait que c'était peut-être la maladie de Crohn, enfin il ne savait pas. Donc quelques semaines plus tard, juste après les fêtes de Noël, j'ai dû faire des vérifications et en fait j'avais 4 polypes dans les intestins qui étaient bénins, mais qu'ils ont enlevés par précaution bien sûr. Et le médecin en question a dit, bon, je peux vous laisser partir avec une régime à vie.
avec antispasmodique si vous voulez, mais il faut changer radicalement votre parcours de vie. Là, c'est juste effréné. Vous montez dans les avions, comme je prends ma voiture, donc vous travaillez 70 heures par semaine. C'est recommandé de vous calmer. Oui. Et cette recommandation arrivait peut-être au bon moment. C'est peut-être ce que vous aviez envie d'entendre. Je crois que oui. Je crois que c'était vraiment le bon moment. J'avais déjà déménagé en montagne, j'avais quitté Londres, j'avais déjà fait ce premier pas. Et avec déjà une idée en tête de ce que vous feriez à la montagne? Non. Ou prête à rester inactive? Oh. J'imagine que c'est pas trop le genre. Yvonne Poncet-Bonissol, notre zoologue, est avec nous. Que vous inspire le parcours de Charlotte? Alors Charlotte, c'est une femme très très entière qui s'est oscillée entre une forme de suradaptation, voire même de soumission, et ensuite arrive le temps de la révolte et le temps de la soif de liberté. Dans votre parcours professionnel, vous avez toujours peaufiné l'image sociale. Vous ne vous êtes pas écouté. Vous étiez au fond dans une forme de stress, mais ce stress était alimenté par l'adrénaline qui vous plaisait au fond. Vous n'aviez pas du tout conscience de ce qui vous arrivait et vous n'avez pas du tout conscience du rythme que vous aviez. Et en plus, vous faisiez la fête, enfin, toujours en hyperactivité, du sport, la fête, un ami, une vie de couple, bon, et un travail, faire toujours mieux. En même temps, c'est un rythme qu'on peut se permettre d'avoir à 30 ans, enfin, entre 20 et 30 ans. 20 et 30 ans, on peut se permettre. Donc, on peaufine là, justement, son image sociale. C'est son moi social, l'image qu'on donne, etc. On se forme, on répond à des exigences qui sont souvent des exigences très anciennes. Il faut que tu réussisses. Donc, vous étiez dans ce parcours de réussite. Jusqu'au jour où Charlotte se rebelle parce qu'elle sait très bien se rebeller. Et elle fait quelque chose que je trouve très intéressant. Elle fait le bilan. Après avoir eu cette forme d'épuisement, le bilan, qu'est-ce que je peux faire? Et alors là, je trouve que vous êtes quand même très libre dans votre tête. Vous êtes très autonome parce que vous preniez des risques. Le risque d'oser vivre vos désirs. Ce qui n'est pas évident parce que la plupart du temps, nous sommes tous enfermés dans des peurs intérieures, on n'ose pas aller de l'avant, on a des inhibitions, on se dit oui, mais on n'est pas bien, mais on n'est quand même pas si mal que ça, on reste dans une zone de confort inconfortable. Et j'ai envie de vous dire, s'il y a 30 ans, vous avez pris cette décision de changer, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'envol, de l'autonomie. Vous avez quitté toute forme de dépendance. Et la première coupure que vous avez faite, qui ne vous convenait pas, c'était votre première rupture amoureuse. Juste avant de rencontrer. De partir, voilà. Donc là, ça a été le bilan. Oui. Parce qu'on change de vie, on a un déclic, souvent, qui corrobore notre vie intime. Changement d'homme, changement de vie, changement de lunettes, changement de voiture. Oh, calmez-vous, Yvonne, calmez-vous. Isabeau, bonjour Isabeau. Bonjour. Alors, comme Charlotte, vous avez occupé un poste à responsabilité pendant de nombreuses années. Dans quel domaine avez-vous fait votre carrière? Dans la finance. Après plusieurs années intenses, vous avez ressenti le besoin de faire un break. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Oui. Oui, il y a eu un élément déclencheur, c'est qu'à l'époque, je travaillais beaucoup, comme Charlotte. Un changement de fiancé? Non, c'était pas un changement de fiancé, quoique peut-être, mais j'ai oublié. Ce dont je me souviens en revanche, c'est que c'était après les grèves en 95. Et il y avait tous, avec les voitures à Paris et tout, c'était vraiment pas facile, etc. Donc là, j'avais décalé mes horaires pour pouvoir. Et un jour, fatiguée par ça, en plus des 70 heures par semaine, qui était très agréable d'ailleurs, mais ça en plus, je rentre chez moi. Et je me dis, c'est plus possible, je ne peux pas continuer à bosser comme ça, comme une mule, et arriver chez moi à 10 h du soir, repartir à 6 h du matin pour... Et je me dis, pourquoi, j'en sais rien, il y a le feu. Qu'est-ce que je prends? J'ai le droit à deux choses. Est-ce que je prends tous mes petits bibelots qui vont bien, tout ça sympa, mes petites clamottes? Et j'ai répondu, je prends ma brosse à dents et mes photos. Et toutes mes photos de voyage que j'avais, parce que j'avais quand même voyagé pendant très longtemps, partout un peu, donc je me suis dit, il est temps de repartir. Donc j'ai voyagé, j'ai fait ces choses. En fait, j'ai profité de ce temps, une année, pour faire des choses dont je rêvais depuis longtemps. Et que je n'avais pas encore faites, comme aller en Inde. Je devais y aller depuis 18 ans, mais j'allais toujours autour, mais jamais là.
sauter en parachute, qui était un rêve de gosse, des choses comme ça. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, je m'ennuie, ça va pas, c'est toujours la même chose, je m'ennuie, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait. Et donc j'ai ouvert le journal et j'ai vu un stage de théâtre. Et j'ai fait un stage d'1 semaine de théâtre. Ça vous a plu? Et ça m'a éclaté, oui. Alors là, pour le coup, ça, c'était encore un truc, waouh. Alors, après cette parenthèse, est-ce que c'est resté une parenthèse ou est-ce que ça vous a fait prendre d'autres décisions dans votre vie? Vous êtes revenu à la finance après ça? Je suis revenue à la finance après et j'ai recommencé à l'étranger, mais j'ai recommencé. Et j'étais très contente d'avoir mon petit tailleur à nouveau, mon petit portable et tout, j'étais ravie. Et puis voilà, j'ai tenu encore quelques années dans la finance. En 2001, vous avez pris la décision de quitter ce poste qui vous demandait beaucoup trop d'investissement au sens propre. Quelle solution justement avez-vous trouvé pour avoir plus de temps pour vous? Alors en fait, tout d'un coup, j'ai eu une envie. Et c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai réalisé que ce qui me manquait le plus, c'était le temps. Alors, vous nous direz ce que vous en avez fait. Ouais. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Comme nos autres invités, vous avez opéré un changement de vie radical, mais avant de découvrir lequel, nous allons remonter quelques années en arrière. Vous exerciez quelle profession il y a encore 7 ans? J'en exerçais plein à la fois, c'est pour ça que c'était compliqué. J'étais intermittente du spectacle, j'organisais des tournages, donc je travaillais pour plein de boîtes de production différentes. J'étais aussi graphiste en freelance et je travaillais aussi pour une grosse boîte d'informatique qui faisait de la mesure d'audience sur Internet. Voilà, mais tout ça, c'était trop. Et en fait, dans la dernière boîte où j'étais, je n'ai jamais compris exactement ce qu'on faisait. Je peux le dire maintenant, parce que c'était très, 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 très abstrait, très, très virtuel. Vous viviez où? Je vivais dans Paris, pas loin de Bastille. Vous vous sentiez comment dans cette vie de citadine? Pas mal. J'avais l'impression d'avoir été bien conditionnée pour être heureuse dans cette vie. Donc ça correspondait au système de valeurs que je m'étais forgé. C'était un peu artistique, un peu bohème, un peu branché. Juste ce qu'il faut, voilà. Voilà. Je pensais m'y sentir bien. En ayant quand même l'impression que tout était un peu virtuel. J'en avais pas totalement l'impression sur le moment même. C'est plus tard, avec une vie qui est devenue plus concrète, que j'ai réalisé à quel point ce que je faisais était... Enfin, quand même, à l'époque, vous alliez chez le psy 2 fois par semaine. Oui, en pensant que j'avais plein de problèmes. Et on avait du mal à cibler quel problème. D'accord, chez le psy. Oui, même avec l'aide de mon psy, sur un divan 2 fois par semaine, effectivement, on cherchait dans l'enfance, dans le rapport à la mer, dans le rapport au sol, à mes origines. On cherchait plein de pistes pour voir ce qui n'allait pas. Parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas quand même. Il y a un truc qui n'allait pas. Vous aviez du mal à déterminer, mais il y a un truc qui n'allait pas. Oui, visiblement. Et puis à l'hiver 2006, vous avez remporté un concours chez un commerçant et on peut dire que le prix tombait à pic. Qu'est-ce que vous avez gagné? J'ai gagné un séjour d'1 semaine dans un gîte rural dans la Manche. Mais non, ça tombait pas à pic parce que je trouvais que c'était un cadeau empoisonné. Parce que je n'aimais pas la campagne. J'étais vraiment une pure citadine. Et l'idée d'aller en plein hiver pendant 1 semaine dans un gîte, dans une contrée inconnue, ne me ravissait pas. À quel endroit dans la Manche? Alors, c'est un petit village qui s'appelle Créance, qui est en bord de mer, dans le Cotentin. C'est sublime, le Cotentin. Hyper sauvage. Oui, maintenant je le sais, mais à l'époque je ne le savais pas et j'avais pas très envie de le savoir. Bon, et donc c'est à reculons que vous vous êtes rendu dans ce gîte en présence de votre compagnon. Et il m'a carrément forcé à y aller, oui. Il était content, lui, d'y aller? Oui, très, parce qu'il aime beaucoup le terroir. Ouais. Et il m'encourageait à mettre des bottes et aller me balader et acheter plein de produits à la ferme. Mais c'est vraiment lui qui m'a tiré par les cheveux pour qu'on y aille. Alors, vous gardez quel souvenir de cette semaine rurale? Pluvieuse, bien sûr, puisqu'en Normandie, il pleut. Et j'étais assez renfermée. J'étais pas très très ouverte à l'idée de découvrir ce terroir. Mais donc mon compagnon, en me tirant et en me forçant à aller dehors, m'a fait découvrir la beauté des paysages, la rudesse de ce paysage, puisqu'on est vraiment entre la mer, la terre, avec une alternance de paysages assez rapide. Et j'ai réalisé que respirer, c'était vachement agréable. Donc ça vous a plu? Ça m'a plu, oui. Vous avez eu un coup de foudre?
Vous avez été étonnée d'apprécier? Étonnée de m'y sentir bien. Ce qui a fait la valeur de ce petit séjour, c'est qu'on a rencontré divers producteurs, donc des fermiers, qui nous ont un peu pris avec eux pour aller donner un coup de main à la ferme. Et c'est en ça que ça a été intéressant, parce qu'être passif à la campagne, je continue à trouver ça assez pénible et puis pas drôle. Être comme un touriste à regarder les choses, c'est pas... on ne se l'approprie pas. Alors que faire la démarche active, d'essayer de participer un petit peu aux tâches de la ferme, ça donne du sens et on peut s'approprier plus facilement cette campagne. Donc c'était une expérience agréable parce qu'elle était proactive. Alors, comment ça s'est passé votre retour à Paris? J'étais ravie d'avoir passé une semaine là. J'avais vécu des sensations intéressantes en termes de sensorialité, en termes de ressenti, d'avoir touché les choses, ressenti des choses, mangé beaucoup de choses. Parce qu'à Paris, j'avais un rapport totalement aseptisé avec la nourriture. Parce que je me nourrissais de soupe en briques et de yaourt à 0%. Quelle horreur! C'est beau. Et là-bas, soudain, on mangeait des gros plats en cocotte, des gros pot-au-feu, des légumes pleins de terre. On connaissait presque le champ ou la tête de l'animal qu'on allait manger. Mais c'est ce qu'on n'a pas avec la brique. C'est vrai. Voilà. Ouais. Mais c'est très important parce que soudain, ça donne de la matière, ça donne du sens à ce qu'on mange. Donc du coup, ça vous a... Quand vous êtes rentrée à Paris, vous avez trouvé que ça sentait mauvais, que... Non, mais je m'étais trouvée un peu plus vivante pendant cette expérience à la campagne et revenir dans une vie aseptisée à Paris. La vie m'a paru de nouveau un petit peu plus terne. Mais vous avez réalisé ça au bout de combien de temps? Parce qu'une citadine comme vous, une bobo comme vous, une artiste comme vous, il vous a fallu du temps certainement pour prendre conscience que votre place n'était peut-être pas à Paris. Oui, ça s'est fait sur 2 ans. À la suite de ce premier séjour, comme la région ne nous avait plu, on y retournait en vacances régulièrement. Soit pour donner un coup de main à la ferme, soit pour découvrir plus de choses sur cette région. Et progressivement, je me rendais compte que j'étais vachement mieux dans mes baskets et que je ne pensais pas à mon psy quand j'étais dans cet élément naturel. Et puis j'ai commencé avec mon conjoint à évoquer l'idée qu'on puisse venir vivre à la campagne et en fait y créer notre famille. Parce que comme on avait des projets de famille, ça nous paraissait cohérent de les faire dans un milieu sain et avec un système de valeurs beaucoup plus simple que le monde dans lequel on vivait en ville. Alors, vous nous raconterez tout à l'heure la décision que vous avez prise. Il est temps de faire une courte pause avant de découvrir la suite des témoignages de nos invités. En attendant, voici un petit aperçu des thèmes que nous aborderons dans les prochaines semaines. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Elles ont toutes un ennemi commun, leur balance. C'est un rituel. Tous les matins, je me pèse. Avant le petit déjeuner, après le petit déjeuner, donc ça va être 2 à 3 fois dans la matinée. Vous mesurez combien? 1m77. Et votre poids? 49 kilos. Oula, c'est toujours la même balance? Alors j'en ai 2, donc au cas où il y en a une qui marche pas, et puis des fois je la déplace pour savoir si ça fait pareil dans la chambre ou dans la salle de bain. Qu'elles se sentent trop maigres ou trop rondes, elles sont obsédées par leur poids. C'est toujours pareil et j'arrive pas à m'en sortir. Des fois, il regarde des femmes qui ont vraiment un corps de femme et bon, je lui dis pas parce que voilà, c'est pas, on est toutes jalouses entre guillemets, mais bon, voilà, des fois j'aimerais ressembler, avoir un corps un peu plus de femme. Finiront-elles par se débarrasser de cet accessoire qui est devenu leur drogue? Moi, je me sens mal, donc si les gens me regardent, bon après on va me demander si je suis pas anorexique, mais il y a certaines personnes qui me disent ah oui, tu es bien, et dans un sens ça me rassure, même si je le crois pas, ça me rassure. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Pendant plusieurs années, nos invités ont connu les journées de travail à rallonge, la pression de leurs supérieurs, la course aux chiffres et le stress de la vie citadine, au point de passer totalement à côté de leur vie. Alors quand ils en ont pris conscience, bien, ils ont décidé d'opérer un virage à 180 degrés et c'est justement le titre que nous avons choisi pour notre deuxième partie et c'est avec Julien que nous allons ouvrir ce second volet. Bonjour Julien. Bonjour Sophie.
ce virage à 180 degrés, vous l'avez pris il y a 3 ans. À l'époque, vous étiez commercial dans la finance. Avec quels mots décririez-vous le quotidien que vous meniez? C'était un quotidien pesant. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous à gérer? J'ai eu mon fils en 2009 et c'est vrai que même si j'avais réussi à m'installer dans un certain confort de travail en organisant mes journées de manière à pouvoir le voir un peu, je ne pouvais pas en profiter comme je le souhaitais. Et puis bien sûr, mon épouse, quoi. Début 2012, un événement est venu tout remettre en question. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, c'est vrai qu'en 2012, mon père a fait un problème de santé. Donc en fait, il a travaillé toute sa vie. Et puis il a eu sa retraite en avril 2012. À peine la date de sa retraite tombe, un mois plus tard, il fait, on va appeler ça une rupture d'anévrisme. À ce moment-là, je me suis dit, c'est trop bête, je ne vais pas travailler toute ma vie, aujourd'hui tout va bien, je sais ce que je veux, donc je vais y aller, quoi. Qu'est-ce que vous vouliez? Bouger. Moi, j'ai beaucoup de copains qui sont partis après les études, qui ont fait 1 an à l'étranger ou 2 ans à l'étranger. Moi, je ne l'avais pas fait, et c'est vrai que je l'avais un peu en tête depuis toujours. J'ai connu ma femme, elle était très jeune, elle avait 18 ans. Donc, on s'est tout de suite installé dans une vie active, forcément. Après, on a eu un enfant, la création de la maison, etc. Donc, voilà, on était embarqués dans un quotidien qui, finalement, ne nous convenait pas, quoi. Elle travaillait, elle aussi? Bien sûr. Donc, le 8 septembre 2013, vous avez pris l'avion direction Bombay, en Inde. Quel souvenir gardez-vous de votre arrivée sur place? Moi, j'avais jamais voyagé... j'avais bougé un petit peu en Europe. Mais c'est vrai que l'Inde, c'est un autre monde. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont été. Donc c'est vrai que quand on arrive en Inde, c'est waouh. Tous les gens qui m'en avaient parlé m'avaient dit, de toute façon, tu verras, l'Inde, c'est soit tu adores, soit tu détestes. Donc nous, on a adoré. Mais par contre, quand on est arrivé à Bombay à 4 h du matin, on a eu un peu peur, quand même. Voilà, c'est vrai que c'était impressionnant. Pourquoi? On est dans une culture totalement différente. De nuit en Inde... Quand vous n'avez pas l'habitude de voyager dans une grande ville, on peut avoir un petit peu peur. Ouais. Et c'est vrai que Bombay, c'est une ville vraiment impressionnante, quoi. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de misère, et les gens, les Indiens sont des gens très tactiles. Donc, qu'est-ce que vous avez adoré? Dans notre voyage ou en Inde? En Inde, puisque vous dites que vous avez adoré. En Inde, ce que j'ai aimé, c'est le fait que les gens soient vraiment accessibles. Tout le monde parle avec tout le monde ose aller vers les autres. Donc ça, c'est déjà énorme. Nous, on est un peu dans une société aseptisée en France où les gens ne se calculent pas trop. En Inde, on ne connaissait pas les gens. On a fait une rencontre, par exemple, quand on était entre Goa et le Kerala. C'était un monsieur d'une trentaine d'années, donc à peu près mon âge, qui s'appelle Arshal, et qui est rentré du travail. Donc il était parti travailler à 700 km de chez lui pendant 15 jours. Et on s'est rencontrés dans le train. Nous, on descendait à Kochi, lui, il continuait jusqu'à Alapi, donc 2 heures plus au sud. Et il est descendu du train avec nous, il nous a trouvé un tuk-tuk, un rickshaw, on dit là-bas. Et il nous a trouvé un hôtel, il nous a donné son numéro de téléphone, il nous a conviés à venir le voir chez lui à Alapi quelques jours plus tard, puisque c'était notre itinéraire. Et c'est fait une super rencontre, quoi. Ouais. Alors, vous avez fait 11 pays, hein, oui, tout à fait. Cambodge, Singapour, Jakarta, Hong Kong, Tokyo. Très belle rencontre au Japon également. Oui, au Japon, on a vu un ami qui nous a fait découvrir des coins magnifiques. Et le Japon, on a vraiment adoré. C'est une culture vraiment extraordinaire. Ça, c'est où? Ça, c'est en Birmanie. C'est à Bagan. Ouais. Vous avez des nouvelles de cette personne que vous avez rencontrée au Japon? Oui, mon ami blogueur Ala, là, donc, qui habite au Japon, qui est marié avec une japonaise. Je discutais avec lui hier sur Internet. Ah bon? Donc on se parle régulièrement. Oui. Très bien. Il est aujourd'hui à 10 000 km. Oui. Mais il a tenu à vous adresser un petit message vidéo. Ah, ça c'est sympa. Salut Julien, Lucas et Johanna, comment ça va tous les trois? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette rue Tsukishima, c'est là où on s'est rencontrés il y a 1 an et demi. Bon, c'était en plein jour, je vous avais dit à l'époque, l'idéal c'était en pleine nuit. Donc je me suis dit que vous passer un petit message de nuit par ici, ce serait pas mal. Alors bonjour depuis Tsukishima. Bon, c'est pas trop ça, mais moi j'ai un peu faim, donc si ça vous tente, un petit okonomiyaki, on y va?
Vous vous rappelez de ça? L'okonomiyaki, c'était le plat que je vous avais fait goûter à Tsukishima il y a 1 an et demi de ça. Vous avez quitté la France à l'époque et vous étiez en train de faire votre tour du monde, sans stress, sans rien du tout. Un peu comme moi quand j'ai quitté ce pays-là il y a 4 ans et demi. Et ça, je pense que c'était l'un de vos meilleurs souvenirs. Enfin, j'espère. En tout cas, moi, je vais vous dire bon appétit. De voyage? Blogueur voyage comme moi. Alors, qu'est-ce qu'il mangeait là? Un okonomiyaki. Donc c'est une galette qu'on fait cuire sur une plaque chauffante et c'est vraiment super bon. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller dans un restaurant japonais et qu'ils font l'okonomiyaki, à découvrir. Donc votre voyage devait durer 2 ans, mais vous avez décidé de rentrer plus tôt que prévu. Pourquoi? Alors je dirais un petit peu le mal du pays, surtout pour Johanna. Elle avait envie de voir sa famille. C'est vrai qu'elle est très très famille, plus que moi. Après, c'est vrai qu'on ne voulait pas non plus couper Lucas dans une année scolaire. Donc on a préféré couper au milieu pour qu'il puisse reprendre l'école au début de l'année scolaire, plutôt que de revenir 3-4 mois plus tard et qu'il n'ait pas ses repères. Voilà. Comment ça s'est passé le retour en France et à la réalité et au quotidien? Alors je dirais... Vous avez repris votre boulot de financier? Pas du tout. D'accord. Et je ne le reprendrai pas, sauf si vraiment je n'ai pas d'autre alternative pour nourrir ma famille. Parce que c'est vrai qu'avant tout, ce qui est important, c'est quand même de pouvoir assumer sa famille. Vous allez repartir? Ça, il y a des chances. Comment vous allez gérer le problème de la scolarité? Parce que ça va se poser quand même. Alors, pour Lulu, ça a été une super expérience. Et puis, on a vécu le retour, donc on a vu un peu le après. Et c'est vrai qu'il n'a eu aucun problème pour se réintégrer au niveau de l'école. Et je dirais que plus tard, si on souhaite repartir, on le fera bien sûr en bonne intelligence, pour pas lui le pénaliser, pour lui laisser le maximum de portes ouvertes pour plus tard. S'il veut faire des études, il en fera. S'il veut pas, il en fera pas. Enfin, c'est lui qui décidera. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il puisse choisir. Yvonne. Alors Julien, finalement, dans son voyage, après ce déclic qui est souvent... Toutes les personnes qui changent de vie aussi radicalement ont un déclic, soit une rupture amoureuse, soit effectivement un divorce, une maladie, un proche qui a un souci, un décès. Et vous, ce voyage, ça a été quelque chose de l'ordre du voyage initiatique. C'est un voyage à l'intérieur de vous. Parce que bien sûr, on peut partir loin, mais le vrai voyage, il est à l'intérieur de soi. Donc ça donne une ouverture pour les autres, c'est-à-dire pour votre enfant, pour votre épouse qui sans doute avait les mêmes désirs de liberté que vous. Et je trouve que c'est intéressant, mais il faut savoir préparer son virage. Et généralement, un virage se prépare entre 9 et 1 an, le temps d'une gestation. Parce que partir, c'est une renaissance, c'est-à-dire on accouche de soi et on accouche de son moi profond. C'est-à-dire on quitte sa carte de visite sociale, comme vous l'avez si bien dit. Quand on travaille énormément jusqu'à en devenir addict, on masque des anxiétés, on masque une peur de soi, on masque une dévalorisation de soi. Finalement, on fait une sorte de brouillage de pistes pour ne pas voir, pour que les autres ne voient pas combien on est assez mal avec soi-même. Partir, c'est renaître, mais c'est naître avec soi. C'est-à-dire donc ce n'est plus être dans l'adaptation, c'est être en contact avec son moi profond. C'est pour ça que je vous parle de voyage initiatique. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Alors si vous aussi, vous avez un jour décidé de tout envoyer valser pour retrouver une vie plus épanouissante, ou si vous hésitez à le faire, eh bien vous pouvez nous raconter votre expérience en nous rejoignant sur Twitter ou sur Facebook. Stéphanie, vous étiez parisienne jusqu'au bout des ongles et cette vie citadine vous convenait jusqu'à ce que vous passiez une semaine à la campagne, dans la Manche. Et ce séjour a été quand même une sorte de révélation, puisque vous y êtes retourné plusieurs fois. Vous avez gardé des contacts avec des producteurs locaux, avec des agriculteurs. Et puis il y a une idée qui a commencé à faire son chemin dans votre tête. Laquelle ? Ça a été l'idée de s'y installer pour y vivre et de travailler dans le secteur agricole. Mais pour installer ça, je voulais le faire dans des bonnes conditions, pas sur une utopie justement de Parisienne qui rêve d'air frais. Je voulais que ce soit structuré et cadré. Donc j'ai demandé à mon employeur un congé formation, ce qui m'a permis de me réinscrire dans un lycée agricole pendant 1 an dans la Manche et puis d'apprendre, alors pas d'apprendre le métier, hein, parce que c'est un métier qui s'apprend
Sur le terrain. Mais déjà, de commencer à avoir... quelques à notions. m'équiper des outils, voilà, de tous les outils théoriques ou institutionnels pour pouvoir optimiser ce départ. Seul ou avec votre compagnon? Avec mon compagnon. Ouais. Donc vous avez fait cette année de formation ensemble? Non, je l'ai fait toute seule. Je veux dire, mais il m'encourageait, donc il était. Et il faisait quoi lui? Alors lui, il est producteur de films à Paris. D'accord. Donc il gardait sa boîte de production à Paris en faisant plein d'allers-retours. Donc c'était vous qui alliez quand même aller sur le terrain. Voilà. Alors, votre quotidien de jeune parisienne dynamique est aujourd'hui bien loin derrière vous et c'est en images que nous allons découvrir à quoi ressemble votre nouvelle vie. Dessine-moi un mouton, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. À Saint-Germain-sur-Aie, dans la Manche. Il est 9h et comme tous les jours, Stéphanie commence sa journée de travail. Il y a 4 ans, cette ex-working girl parisienne a tout plaqué pour ouvrir sa propre exploitation. Non mais les filles, c'est fini la nourriture. Depuis, elle élève seule 230 brebis à viande. Alors là, je vais faire une piqûre à un petit agneau qui est tout faible et qui a besoin d'un traitement. Et voilà, le petit loulou. Depuis que je suis arrivée ici, je suis encore en phase de désintoxication de la ville. Tous les matins, quand je me lève et que j'arrive ici, je me dis que pour rien au monde, je ne retournerai à Paris. Et j'ai conscience de la chance que j'ai que ça marche. Je suis heureuse aussi parce que j'ai trouvé quelque chose à défendre qui me paraît avoir beaucoup plus de sens. Aujourd'hui, Stéphanie est une autre femme. Plus épanouie que jamais, elle est enfin en accord avec elle-même. Il y a quelques années, à la même heure, à 9h du matin, je sortais du métro pour arriver dans un bureau. Avoir ce paysage-là comme panorama quotidien, je trouve que c'est un luxe. Toutes les sensations là qu'on ressent, c'est-à-dire le vent, le froid, l'air iodé, les embruns, ça fait partie des choses qui ont vraiment changé dans ma vie. C'est-à-dire que là, j'ai des sensations physiques. Et là, j'ai l'impression de beaucoup plus vivre. Malgré ce changement de vie radical, Stéphanie n'a rien perdu de ses réflexes de femme d'affaires. Il y a 2 ans, elle a créé une gamme d'accessoires fabriqués à partir de la laine de ses brebis. Une race locale menacée qu'elle tient à faire connaître. Comme tu vois, moi j'ai ramené plein de petites choses pour mettre à jour parce que c'est vrai qu'il y a plein de trous. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec Christelle, la propriétaire d'une boutique de produits du terroir, pour lui présenter sa nouvelle collection. Je suis toujours en réflexion dans mes petits modèles. Et donc la nouvelle idée, ça va être un tour de cou qui se ferme avec un petit ruban. Et par contre que la partie en tissu soit à l'extérieur et visible pour que les couleurs du ruban puissent s'assortir en fait soit la couleur d'un manteau ou d'un rouge à lèvres ou d'un bonnet ou un truc comme ça. Il faudrait aussi que tu puisses m'en mettre pour homme, parce que j'ai une demande. Oui, alors attends, pour homme, je sais que j'en ai, je t'en avais pas laissé avant. Et ben je mets ça en place tranquillement, je remets des étiquettes. Et puis moi je m'occupe des mesdames. La créativité que j'ai maintenant dans cette vie-là, elle ressemble pas du tout à la créativité que j'avais dans ma vie d'avant. Ici, je travaille à dessiner mon univers. Et je cherche pas à en retirer de l'argent, c'est juste pour le plaisir de le faire et j'ai besoin de le faire. Stéphanie est la seule à me proposer ce genre de produit. Ça a apporté vraiment un plus à la boutique. Et puis c'est sympathique de travailler avec Stéphanie, parce qu'elle est dynamique. Ouais, bah, c'est réciproque, je te retourne les compliments. En s'installant ici, Stéphanie n'a pas seulement trouvé une vocation. On va les remettre au même endroit. Il y a un peu plus de 2 ans, elle est tombée sous le charme d'un travailleur agricole de la région, Ludovic. J'ai bien vu que c'était une Parisienne. Et moi, c'est ta différence qui m'a attiré quand même. Oui, si j'étais une fille comme toutes les autres filles du coin, t'aurais peut-être pas été intéressée. Mais oui. Depuis qu'ils se sont rencontrés, Stéphanie et Ludovic ont le sentiment d'être complémentaires. Ça marche entre nous, il m'aide pour le foin ou réparer mon tracteur. Moi, j'essaie de filer un coup de main quand je peux dans ta boîte sur les aspects communication ou comptabilité. Au niveau relation, au niveau communication, je pense qu'elle est franchement meilleure que beaucoup de gens et c'est vraiment un atout. Et je sens qu'il y a un potentiel. Si je ne croyais pas en toi et en ce que tu fais, ça fait longtemps que je t'aurais dit « Oh là, peut-être que tu changes de métier, quoi », mais pas du tout.
En venant vivre ici, je sais maintenant que j'ai fait les bons choix parce que j'ai gagné plein de choses. J'ai gagné en qualité de vie, j'ai gagné en épanouissement, en rencontrant quelqu'un. Donc j'ai gagné plein de choses, donc il n'y a aucun regret à avoir. Alors, Stéphanie, j'en conclus que vous n'avez pas eu besoin de Karine Le Marchand. Vous avez trouvé sans elle. Mais c'est pas facile, hein, la campagne, de trouver. Parce que là, vous avez trouvé amoureux. une sorte de gentleman farmer. Vous me disiez plus farmer que gentleman. Sympa pour lui. Oui, mais c'est ça que j'aime chez lui aussi, c'est son implication dans son terroir, son parcours, sa sensibilité. Et c'est en ça qu'on est complémentaires et c'est intéressant. D'accord. Donc ça veut dire que quand même, quand vous êtes arrivé là-bas, vous aviez un compagnon parisien. Ça n'a pas été évident quand même, j'imagine, ces vies si différentes à Ouais, c'était un concilier. choc culturel qui a été compliqué à gérer, puisqu'on n'avait plus du tout le même univers professionnel. Donc c'était un peu plus compliqué de se comprendre. Et vous êtes complètement épanoui. Là. Il n'y a pas des moments où vous en avez ras-le-bol. Est-ce que quand on est à la campagne, finalement, on n'est pas amené à reproduire toujours les mêmes gestes, à faire toujours la même chose, comme on le fait dans une vie citadine? Pas en élevage, parce qu'en fait, le métier de l'éleveur, il est façonné par le troupeau, et le troupeau réagit jamais de la même manière, ni d'un jour sur l'autre, ni d'une saison sur l'autre. Et c'est un petit peu le troupeau qui conditionne toute ma vie. Donc c'est jamais répétitif. Au contraire, c'est presque trop d'imprévus. Quels sont vos objectifs alors? Dans 5 ans, vous ferez quoi? Vous aurez combien de moutons? Il faut que je pérennise mon exploitation parce qu'elle est encore jeune, donc assez fragile. Donc il faut que je la rende plus stable, plus viable aussi, puisqu'elle est vraiment en phase de démarrage. Et puis après, il faudra que je m'occupe un peu de ma qualité de vie, parce que pour l'instant, je fais que penser aux moutons depuis que je vis là-bas. Non mais j'ai conditionné donc toute ma famille, même la vie de mon petit garçon, toute ma vie est tournée. Il habite avec vous là-bas? Oui. Ouais. Toute notre vie est en fonction du troupeau, donc. Donc vous allez diversifier? Vous allez prendre aussi des vaches et tout, comme ça vous fera une. Non, mais les petites activités de diversification que je commence maintenant par la laine ou en tenant un blog, je tiens aussi un petit blog comme mon voisin, mais en dessin pour parler de la vie du troupeau et la vie agricole. C'est des manières de me diversifier. Pas financièrement, mais parce que moi j'en ai besoin aussi pour ne pas penser que moutons et ne parler qu'à mes moutons et mon chien. En tout cas, je trouve que c'est un parcours formidable. Formidable, Bravo, mais d'un autre côté, vous avez toujours eu besoin de beaucoup d'activités diverses. Et à Paris, je crois que derrière toutes ces activités, même si vous alliez chez le psy 2 fois par semaine, eh bien, cachait quelque chose de l'ordre d'une phobie. Et la phobie, c'était une peur existentielle, une peur, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comme si vous étiez aussi coupé de vos émotions. Mais là, une question, vous n'allez plus chez le psy parce que vous n'avez plus le temps d'y aller, parce qu'il n'y en a Voilà. plus, parce qu'il n'y en a pas dans les environs immédiats, ou parce que vous n'en avez plus besoin? Plus besoin. Un petit peu tout ce que vous dites, et aussi sur le fait que les agriculteurs ont un pouvoir d'achat proche de 0. Oui. Donc on ne fait pas de dépenses inutiles. Voilà, on fait pas de dépenses inutiles. Et aussi, en milieu rural, les gens pensent qu'aller chez le psy, c'est être fou. On n'a pas du tout le même rapport nombriliste à nous-mêmes, on ne s'écoute pas. Voilà. Et on n'a pas besoin de s'écouter parce qu'il D'où y a le tellement succès de choses. d'Yvonne, mesdames et messieurs. Merci. Voilà. Mais vous vous sentez aussi vivante. Vous dites que vous avez retrouvé des sensations, qu'au fond, quelque part, vous étiez un peu morte vivante à Paris. Alors pourquoi? Ça, je ne peux pas me permettre. Mais derrière tout votre discours se cache une peur, mais quasiment viscérale. Je ne sais pas d'où elle vient, mais de la mort. Vous avez besoin d'être vivante tout le temps. Ah, voilà. Je ne sais pas si c'est la peur de l'amour, mais la peur du vide. Oui, probablement du vide. Avant, et là, j'ai l'impression d'avoir... Vous avez bien fait de venir nous voir. Hein. Eh oui. Bon, la Charlotte, peur du vide, oui. Vous étiez ce qu'on appelle une working girl, toujours aux 4 coins du monde, jusqu'à ce que votre corps commence à manifester quelques signes de faiblesse. Vous avez décidé de tout arrêter, de partir vivre à la montagne. Comment votre entourage a réagi? C'était en plusieurs phases. Hein. Je suis partie de Londres tout d'abord. Je me suis installée, j'ai continué le même travail. Hein, donc, ce n'était pas complètement radicalement différent dans le sens où j'étais toujours commerciale.
Et comme je disais, on a un chiffre d'affaires. J'ai augmenté beaucoup. J'étais un peu schizophrène. Je partais en fait de Val d'Isère 3 heures le lundi matin avec des bottes par-dessus des collants avec une petite robe. J'arrivais à l'aéroport, je mettais des talons, etc. Donc je continuais à vivre un petit peu comme j'étais avant. Donc il n'y avait pas de gros changements radicaux. Après, quand j'ai décidé de changer de métier, là, ça a commencé à faire « Ah, mais et tu vas faire quoi et comment tu vas vivre ?» Et alors, qu'est-ce que vous avez décidé en tant que métier? Ouais. Ça c'est pareil, ça s'est mouliné un peu dans ma tête parce que je commençais à pratiquer, pendant que j'étais un peu malade, j'avais commencé à pratiquer du yoga. Et pour donc, apprendre à respirer, pour pouvoir calmer tout ça. En fait, tout d'abord, je l'ai commencé pour aider avec mes courses à pied. Parce que j'avais lu que c'était pas mal. J'avais une copine à Londres qui m'avait traînaillée dans un cours de yoga à Londres. J'étais là, mais moi, dans un cours de yoga, non, moi, je vais faire quoi, moi? Donc, c'est pas du tout mon milieu. Je me dis, oui, si, viens. Donc, j'avais commencé à pratiquer et puis j'étais scotchée par cette pratique. Je l'ai commencé à l'intégrer un peu dans mon quotidien. Et donc, en moulinant un petit peu, je me suis dit, pourquoi pas quitter ce que je fais comme commercial pour devenir professeur de yoga. Donc, vous êtes aujourd'hui professeur de yoga? Aujourd'hui, je suis professeur de yoga. À Val d'Isère? À Val d'Isère et à Paris de temps en temps. Il y a des gens qui ont besoin de faire du yoga à Val d'Isère? Si vous étiez dans mes cours la semaine dernière ou même cette semaine... Mais ça, c'est que des Parisiens qui sont en vacances. Ah non, mais il y a plein de monde. Si. Non, j'ai des saisonniers. Parce que quand on est dans la montagne, on peut aller méditer face à la montagne. On n'a pas forcément besoin... Si. Si. Déjà, bon, il y a tous les vacanciers qui arrivent stressés, entre guillemets, et raides comme des bâtons, etc. Et puis, il y a des saisonniers, des gens qui vivent là-bas, qui quand même gagnent leur vie sur 4 à 5 mois de l'année, qui sont quand même pas si détendus que ça. C'est ça. Alors, vous êtes toujours avec le moniteur de ski? Non. Ah bon? Non. Mais on est très, très bons amis. Donc, on est séparés, mais on est très bons amis. Je l'ai au téléphone ce matin. Quoi, finalement, vous n'avez pas supporté le changement de vie ou de vivre? Ah non, pas du ça tout. n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est plutôt dans les dernières 2-3 ans que ça s'est passé. Non, on a quand même deux filles ensemble. On s'est quand même mariés, donc rassurez-vous. Voilà, on a eu une belle cérémonie. On a quand même eu deux filles. Il m'a soutenue dans ma démarche de devenir professeur de yoga. Et ça, c'est il y a longtemps. Et au même temps, en fait, en parallèle de prof de yoga, on a aussi acheté des gîtes en Ardèche. Et c'est de là d'où vient cette photo qu'on a très récemment vendue. Alors, c'est quoi? C'est avec un nouveau compagnon? Non, avec Christian. Je suis quand même restée assez longtemps avec lui. Là, c'est lui et les filles. Donc, et comme je vous ai dit, on est très amis toujours. On fait toujours des sorties famille. Il est pas mal. Il est libre. Hein? Il est libre, Isabeau, justement. Isabeau, après 15 années à travailler dans la finance, vous avez décidé de vous accorder du temps, justement en allégeant votre planning. Donc vous êtes parti, vous avez voyagé, vous êtes retourné dans le monde de la finance, jusqu'au jour où vous vous êtes dit, alors que vous aviez une super proposition de boulot, vous vous êtes dit non, je veux avoir du temps. Alors qu'est-ce que vous avez décidé pour vous occuper? Alors en fait, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit, parce que j'ai pas décidé quelque chose pour m'occuper, c'est l'inverse. En fait, cette petite voix m'a dit qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, et j'ai envie de monter sur scène et de faire rire, donc de faire des sketchs. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Mais vous le saviez ça, ou comment c'est venu cette idée? C'est venu comme ça, ch'toum. Ça a pris 1 seconde. Quels étaient les thèmes de vos sketchs? Vous avez puisé dans votre quotidien? J'ai puisé évidemment dans mon milieu
proche, c'est-à-dire le boulot. Il y avait pas mal de sketchs de boulot, il y avait pas mal de sketchs moi au boulot, parce que c'était déjà assez amusant. Et donc dérision quand même à mort, la nana pas très patiente, oui, bah oui. Et puis dans mon milieu, Shabada, un petit peu bourge, chic, qui sort des horreurs. Alors on va regarder un extrait, parce qu'aujourd'hui vous en vivez. Yes. On regarde. Ouais, tu quittes pas une seconde. Jacques, tu vas mercredi à Londres, là, pour le meeting annuel Sprout Berger? Ah, cool. Et les Global Market? Non, là, je vais leur demander. Non, no souci. Ok. Ouais, c'est ça, lundi, ouais. Ok, ouais. Ah, ouais, c'est férié. À mardi. Ciao. Ah, bah, tu penses, 3 jours seul à Paris sans bosser, c'est top! Eh ben, squash, expo, cinoche, grasse mat, tu vois? No, I stay in Paris. Oh, nothing much, you know, just a squash, exhibition movie and a grass mat. No, me quedo en París. No, nada más que squash, museo, película y grasa mata. Oui, Vincent, c'est Victoire. Écoute, je voulais juste savoir si tu étais là ou si tu es avec 12 millions d'abrutis sur l'autoroute. Salut. Alors, comment vous vous sentez dans cette vie, dans cette nouvelle vie? Alors, cette nouvelle vie qui est de moins en moins nouvelle quand même, parce que ça fait quand même plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc, je m'y suis faite. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à m'y faire. C'est-à-dire quand on me disait, je pense que pour vous c'est pareil, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je disais, je suis dans la... Voilà. Non, je suis comédienne. J'ai mis beaucoup de temps. De même que j'ai mis beaucoup de temps à dire, j'ai plus de 40 ans. Je suis restée à 38 assez longtemps. C'est le même genre de... Mais je ne le faisais pas exprès. Et donc ça y est, maintenant je suis comédienne à 100%. Après, c'est une différence colossale de vie, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même façon de vivre, et pour cause. Et c'est mieux? C'est plus épanouissant? C'est pas les mêmes choses. Alors, c'est plus épanouissant, pour... C'est pas les mêmes angoisses. Une raison, ce ne sont pas les mêmes angoisses. Il y en a d'autres. J'ai déplacé les angoisses. Il y en a d'autres. Il y a le fait de créer, parce que quand on écrit des choses qui font rire les gens et que c'est ce qu'on veut faire, ça c'est merveilleux. Ça, et là, au bout de 10 ans, après 10 ans, vous avez toujours envie de faire rire, ou peut-être vous aimeriez passer à autre chose, à un autre à faire pleurer. Pas forcément à faire pleurer, mais à... Non, j'ai toujours envie, oui. Toujours de faire rire. Toujours. Yvonne, un petit commentaire sur ces angoisses qui se déplacent, parce que quand on est comédienne, il y a d'autres angoisses quand même. Déjà, il y a la page blanche, l'inspiration, trouver l'inspiration. Non, enfin, moi, j'ai pas cette angoisse-là, moi. Alors, lesquelles vous avez? De remplir vos salles, que les gens rient. Vous avez le trac, déjà, qui vous bouffe quand même pas mal. Donc ça, il faut pouvoir le gérer, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, vous avez... il faut en vivre. C'est ça. Est-ce que les gens vont rire ce soir? Ils ont ri hier, mais est-ce que ce soir, ils vont rire? On ne sait pas, on remet à zéro tous les jours. Alors, où est-ce que vous produisez en ce moment? En ce moment, je tourne. Je suis en tournée en France. D'accord. Donc, une analyse d'Yvonne. Isabeau a eu longtemps besoin de sa carte d'identité, vraiment non, d'identité, j'ai toujours eu de visite. De visite, pardon. Mais c'était en même temps une identité sociale. C'est moi qui ai fait le lapsus cette fois-ci, donc c'est pas mal. Donc, une forme d'identité professionnelle, de passeport professionnel, et ça, c'était votre moi adapté aux autres. C'était une réponse que vous offriez à votre entourage, je ne sais pas lequel. Derrière, quand vous avez dit « schlac », quelque chose est arrivé de l'ordre de mon rêve. C'est votre moi profond qui émergeait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être déplacé votre mode de fonctionnement anxiogène parce que vous êtes perfectionniste, mais vous êtes d'accord. Absolument. Il y a une dimension très perfectionniste chez vous, et c'est ce qui crée d'ailleurs l'hyperactivité. Il faut toujours et toujours plus, mais c'est avec un autre sujet, avec un autre moteur qui est maintenant la créativité. Et quand on ose ses rêves, on est quand même beaucoup plus épanoui et beaucoup plus centré sur soi. Merci à tous de nous avoir fait partager ces belles aventures. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci beaucoup. Merci. Attention. Merci à vous.